Que s'est-il passé ces 12 dernières heures dans le détroit d'Ormuz? Je pense que si on regarde les 3 derniers jours et la situation au Moyen-Orient, il y a plusieurs fronts. Il y a d'abord le front du détroit d'Ormuz, entre l'Iran et les États-Unis. En gros, les États-Unis essayent de dialoguer avec les pays du Conseil de coopération du Golfe, notamment Bahreïn et le Koweït, et de faire pression sur Oman à propos du détroit d'Ormuz. C'est l'un des gros problèmes pour l'administration Trump en ce moment. Et ce qui est assez étrange, c'est que J.D. Vance, lors de la dernière réunion, après les discussions entre les deux parties en Suisse, a déclaré qu'il existait une nouvelle ligne de communication entre l'Iran et les États-Unis. Mais cette information a été démentie hier soir par les gardiens de la Révolution, qui ont affirmé qu'il n'y avait aucune communication entre l'Iran et les États-Unis. Aucune ligne directe, aucun échange, en tout cas concernant le détroit d'Ormuz. C'est pour ça qu'on voit cette escalade. L'Iran a frappé un des navires qui tentait de passer par le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont répliqué en attaquant l'Iran dans la région de Sirik, au sud du pays, près du golfe Persique. Puis, il y a eu une riposte iranienne contre des positions américaines dans la région. D'après l'Associated Press, une base américaine à Bahreïn aurait été attaquée la nuit dernière. Voilà donc la situation dans le détroit d'Ormuz. Quelle est, selon vous, la situation actuelle au fil du temps? Les deux camps essaient d'une certaine manière de contrôler le détroit. D'un côté, Rubio se rend au Moyen-Orient pour faire pression sur Oman. De l'autre, l'Iran a sa propre lecture des choses, et il semble y avoir une certaine coordination avec le gouvernement omanais. Mais vous, comment interprétez-vous ce qui se passe en ce moment? Nima, ce sont vraiment de très bonnes questions. Alors, sur un ton un peu léger, je dirais simplement que je n'aurais pas cru que Rubio ait assez de courage pour aller à Bahreïn. Et apparemment, l'attaque iranienne contre Bahreïn a eu lieu juste après que l'avion de Rubio ait décollé, quand il était déjà parti ailleurs. Quel exemple pitoyable, franchement. Allez visiter le quartier général de la 5e flotte, qui a été, pardonnez-moi le mot, complètement anéanti. D'accord? Ensuite, quand on parle de communication informelle, les peuples autochtones d'Amérique, qu'on appelle les Indiens, avaient une expression, écoutez bien, l'homme blanc parle avec une langue fourchue. Eh bien, vous voyez, d'une certaine manière, il faut un peu comprendre les Iraniens. Chaque fois qu'ils parlent avec ces sionistes à double discours, je veux dire Kushner et Witkoff, eh bien, soit ils se font assassiner, soit une nouvelle guerre éclate, non? Alors, si j'étais à Téhéran, et que Vance ou quelqu'un d'autre me disait « Hé, faisons un canal secret, on parlera d'une voix en public et d'une autre en privé », j'oublierais tout de suite. Vous voulez nous parler? On a des médiateurs. Passez par eux. On ne veut plus de ces manigances. D'accord? Donc, les Iraniens, à mon avis, estiment qu'ils contrôlent le détroit. Et c'est vrai. Ils voient que Trump veut absolument le rouvrir. Et quand un navire essaie d'aller au-delà de ce que les Iraniens ont menacé de frapper, eh bien, ils le frappent. Ensuite, les États-Unis répliquent, mais ils précisent bien que non, c'est pas la fin du cessez-le-feu. Non, non, non. On a toujours ce mémorandum de malentendu. Enfin, ce mémorandum d'accord, n'est-ce pas? Donc, tu vois, si j'étais iranien, je me dirais, eh bien, on est en position de force. On ne veut pas que le monde entier subisse une grande dépression, évidemment, mais on peut la supporter mieux que les États-Unis et Trump. Je veux dire, il y a les élections de mi-mandat qui approchent. Alors attendons un peu, voyons comment ça évolue. S'ils essayent de passer par le détroit, on leur montrera qui commande. Ou, comme Trump aime le dire, qui donne les ordres cette fois dans le détroit. C'est comme ça que tu le comprends, Nima. Enfin bref, je crois que je vais m'arrêter là. D'après ce que je comprends,
l'Iran ne pense pas être pressé, ni avoir besoin d'accélérer ou d'envenimer la situation. Parce qu'en ce moment, ils contrôlent tout. Il y a des échanges entre le gouvernement iranien et le gouvernement omanais. Ils ont publié un communiqué juste après cette réunion en Suisse. La délégation iranienne a expliqué que 2 responsables, le président du Parlement iranien et le ministre des Affaires étrangères, s'étaient rendus à Oman pour discuter avec eux. Après cette rencontre, l'Iran et Oman ont publié une déclaration commune indiquant qu'il y aurait des frais à payer pour quiconque souhaite utiliser le détroit d'Ormuz. Et hier, Bloomberg a rapporté que le gouvernement omanais avait informé les Européens qu'il y aurait effectivement des frais dans le détroit. Voilà la position actuelle. Mais les États-Unis essaient, d'une manière ou d'une autre, d'influencer les partis politiques dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, ou peut-être certains États, pour créer des divisions. Parce que Rubio n'est pas allé en Arabie Saoudite ni au Qatar. Il est allé, vous savez, dans ces... Ce qui reste de cette histoire, ouais. Exactement. Parce que quand on ne va pas en Arabie Saoudite ou au Qatar, mais qu'on va à Bahreïn ou au Koweït, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ces pays ne comptent pas vraiment dans les équilibres de cette région. Oui. Et Oman, vraiment, j'ai beaucoup appris sur ce pays. Je me souviens quand Araghchi devait rencontrer, il y avait des plans pour qu'il voie Kushner, le vice-président, je ne sais plus trop, c'était il y a environ 1 mois. Et il disait, Islamabad, c'est une très belle ville. Ne te laisse pas retenir, vas-y. Mais moi, je n'y vais pas. Je pars à Oman. Parlons du détroit. Ensuite, je retourne voir les médiateurs. Et après, je vais à Moscou. D'accord. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de perdre du temps avec vous. C'est ça, ma priorité. C'était il y a environ 1 mois. Et aujourd'hui, on voit la même chose avec les Omanais, qui ont réussi à éviter le genre de sanctions que Bahreïn et d'autres ont subies, et avec qui l'Iran pense pouvoir trouver un accord sur la régulation du détroit. Alors, vous savez, les gens parlent de la bombe nucléaire. So, people talk about a nuclear bomb. Oh, Tehran needs a nuclear bomb. Well, I think you and I agree. Oh, Téhéran a besoin d'une bombe nucléaire. Eh bien, je crois que toi et moi, on est d'accord. Leur bombe nucléaire, c'est le détroit d'Ormuz, et ils vont en tirer tout ce qu'ils peuvent. Il faut aussi parler, bien sûr, du Liban. Mon Dieu. Les États-Unis ont insisté pour que les négociateurs israéliens et libanais restent un jour de plus, afin d'obtenir le dernier accord, celui qui prévoit une sorte de retrait de certains Israéliens. Franchement, ça ne va pas marcher. Le Hezbollah ne va pas céder. Et si les Libanais et les Israéliens continuent à essayer de détruire le Hezbollah, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est l'un des... Enfin, comme tu le sais mieux que moi, c'est peut-être le grain de sable dans la machine. Et la preuve, on la verra sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que si Trump ne parvient pas à contenir les Israéliens au Liban, les Iraniens ont été très clairs. Ils considèrent tout cela comme un acte de résistance. Résistance à quoi? Résistance à l'occupation, hein? Ah bon, et ça dure depuis quand? Depuis 1967. Faites le calcul, d'accord? Cette fois, ils sont sérieux. Et cette fois, ils ont les moyens de défendre, vous savez, leurs compatriotes, les Palestiniens, mais aussi les gens qui subissent les frappes israéliennes au Liban et ailleurs. Donc oui, c'est du concret pour la première fois. Et ironiquement, tout ça a commencé avec les Israéliens qui ont dit « on va attaquer ». Et puis Rubio a dit « oh mon Dieu, il vaut mieux qu'on attaque aussi. Oui, on va se joindre à vous, on va frapper de manière préventive, parce qu'ils vont sans doute riposter contre nous aussi. Et donc, oui, si on agit de façon préventive, nos pertes seront moindres. » Allô? Tout ça, 3 jours après l'attaque du 28 février. Donc Rubio disait, c'est Israël qui nous a forcés à le faire. Franchement, on n'a pas besoin de gens comme Joe Kent ou d'autres pour dire « bon, j'abandonne, il n'y a pas de menace immédiate et les Israéliens nous ont poussés à agir. » Maintenant,
on a le secrétaire, enfin, le prochain secrétaire d'État, qui est aussi, comme je l'appelle, celui qui contrôle le flux, il contrôle ce qui arrive jusqu'au président, les renseignements et d'autres choses encore. Et moi, j'en suis venu à le comparer à une sorte de sphincter, dans le sens où il peut tout bloquer ou tout laisser passer. Est-ce qu'il laissera passer les vrais renseignements, ceux qui viennent des analystes encore sérieux dans la communauté du renseignement? Non, pas si ça ne correspond pas à ce que Rubio veut entendre. Voilà comment je vois les choses. J'imagine que je me répète un peu, mais mes opinions n'ont pas changé depuis 2 mois, à peu près. La question, Ray, c'est de savoir si les États-Unis utilisent ce protocole d'accord pour, d'une certaine manière, alléger la charge qui pèse sur l'administration à cause du marché du pétrole, du marché de l'énergie et de la situation actuelle avec, tu sais, les élections de mi-mandat, puis bien sûr, le retour à la guerre. Parce que, pour ceux qui affirment que les États-Unis se préparent à attaquer à nouveau l'Iran au profit d'Israël, d'ailleurs, on sait qu'Israël pousse dans ce sens et qu'ils veulent vraiment que les États-Unis restent dans la région. Eh bien, quand on regarde, par exemple, le Wall Street Journal d'hier, il a rapporté que les bases en Arabie Saoudite et au Koweït, ainsi qu'à Bahreïn, avaient subi des attaques tellement dévastatrices que les États-Unis envisagent ou réévaluent, s'ils veulent y retourner, de les déplacer plus à l'ouest. Et ça les amènerait vers Israël. En gros, ils parlent d'installer les bases en Israël. Je ne sais pas si ça rendrait Israël plus sûr, ou au contraire, l'une des principales cibles en cas de représailles. Eh bien, la réalité, c'est que ça en ferait une cible encore plus grande et plus facile à atteindre. Soyons honnêtes, les systèmes de défense aérienne dont on fait tant la publicité, c'est pas le dôme d'or, mais le dôme de fer, n'est-ce pas? Et tous ces autres dispositifs, toutes ces autres défenses aériennes que les Israéliens présentent comme infaillibles, eh bien, elles ne le sont pas. Et l'Iran possède des missiles hypersoniques capables de traverser n'importe quelle défense aérienne. Comment je le sais? Parce qu'ils l'ont prouvé. Est-ce qu'on voit les photos, les dégâts en Israël? Non. Pourquoi? À cause d'une censure extrêmement stricte imposée par le gouvernement israélien. Donc vous voyez, Israël fait face à une menace existentielle. Et je déplore le fait que Netanyahou aussi. Il est dans un vrai pétrin politique, comme on dit. Il est tired d'Isgafar. S'il est remplacé lors des élections qui doivent avoir lieu avant octobre, je pense qu'il finira en prison. Ils ont des preuves solides contre lui, et tout le monde en Israël le sait. Le problème, c'est que la plupart des Israéliens continuent de croire à cette idée obstinée qu'ils peuvent affronter l'Iran, qu'ils peuvent tenir tête à tous ses adversaires. Parce qu'au moment décisif, le grand-papa Trump finit toujours par céder. Et là, on est dans l'épreuve de vérité. Est-ce qu'il va céder cette fois? Je pense que, pour la première fois depuis longtemps, il y a de bonnes chances qu'il dise à Netanyahou « Écoute, je suis désolé pour tes ennuis, on t'aidera autant qu'on peut, mais arrête au Liban, parce qu'on veut que les détroits restent ouverts, et on n'y arrivera pas tant que tu continueras tes opérations contre le Hezbollah au Liban. »